On a un parallèle amusant avec le conte, c'est que ce « il était une fois » qui ne détermine pas le temps de l'histoire, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les récits de fantasy, puisque le temps de la fantasy est également indéterminé et invite le lecteur à se transporter et de s'approprier l'histoire. Mais alors, on peut se demander, quand on dit « il était une fois » pour un conte, on le situe dans un lieu indéterminé, mais on sait que ça va être, si on connaît les contes, on sait que ça va être une menterie, qu'on n'y croira pas. On en tire des enseignements, des leçons. Pour le roman de fantasy, il faut y croire, sinon ça n'a plus aucun intérêt. D'ailleurs, les personnes qui en jettent un regard un petit peu négatif sur ce genre littéraire, la plupart du temps, lorsque vous leur parlez, j'ai eu affaire à certains d'entre eux, mais très proches, dans la revue, qui m'ont dit plusieurs fois « mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est n'importe quoi », c'était l'expression. Mais comme ils n'y croyaient pas, ne serait-ce que l'espace d'un instant, c'était pas possible de leur faire avoir au moins un regard bienveillant sur ce genre littéraire. De ce côté, le conte est plus franc du collier, avec son « il était une fois », qui annonce directement la couleur. Voilà, je voulais faire ce parallèle-là, et rappeler que ces histoires ne valent que si elles sont crues, alors que même que le conte est une menterie. Voilà. Oui, bien sûr, et se donne en tant que tel. Moi, je fais juste une réflexion. Il était une fois, ça souligne aussi le caractère exceptionnel de l'histoire. C'est le principe même, et on retrouve dans le schéma narratif d'ailleurs ce caractère exceptionnel avec la situation initiale, l'élément perturbateur, et après toute l'initiation, en tout cas pour le groupe initiatique. Donc, moi je voulais juste dire aussi qu'en fantasy, donc, il y a des romans où, comme dans les contes, on démarre tout de suite dans un monde imaginaire. On ne commence pas par « il était une fois », mais on démarre dans un monde imaginaire. Et il y a certains romans où on bascule d'un monde à l'autre. C'est-à-dire que si le roman de fantasy commence à notre époque contemporaine, il faut qu'il bascule dans un monde imaginaire pour que le lecteur soit projeté dans le merveilleux, dans l'imaginaire. Sinon, s'il reste dans notre monde contemporain, ce ne sera plus de la fantasy, en fait, ce sera du fantastique. Mais, non, vous n'êtes pas d'accord? En France, on a cette ambiguïté-là qu'on n'a pas dans les pays anglophones, de la fantaisie urbaine, en fait, qui est une partie de la fantaisie qui se passe dans notre monde, et où là, ce sont les créatures merveilleuses, les aventures merveilleuses qui viennent à nous. C'est ce que nous appelons le fantastique, et on estime que c'est la fantaisie urbaine à partir du moment où on a certaines créatures qu'on a essayé de catégoriser, voilà, on a codifié. Alors, quand effectivement il y a des sorcières, des fées, ça devient de la fantaisie urbaine si ça se passe dans notre monde. Dans les pays anglophones, la fantaisie urbaine, en fait, c'est ce que Brajon a appelé la Biclite, entre autres, c'est tout ce qui est vampires, succubes, voilà, créatures démoniaques, etc. Donc en France, on a cette ambiguïté-là sur la fantaisie urbaine fantastique, qui n'existe pas par ailleurs. Bah, de toute façon, les genres ont des frontières très poreuses, et à partir du moment où un genre, ça c'est l'histoire de la littérature depuis toujours, à partir, en tout cas de la généricité, à partir du moment où un genre se développe, il crée des sous-genres. À partir du moment où un genre se ratatine, les sous-genres tombent et puis on se rassemble. Donc, et on a effectivement en plus des frontières qui sont tout à fait poreuses. Donc c'est vrai que ce soit le travail de Nathalie ou celui d'Anne, moi je ne sais pas si on est dans le fantastique. On aurait pu dire à un moment qu'on était dans le fantastique. Aujourd'hui on dit on est dans la fantaisie, mais on est vraiment entre les deux pour le coup. On est vraiment entre les deux, ce qui en fait une littérature. Alors là j'arrive à mes 3 provocations de la fin sur lesquelles vous allez pouvoir réagir. Ce qui en fait une littérature d'adulte. Alors voilà, moi je fais partie de ceux qui effectivement travaillent depuis très très longtemps sur les mythologies, le folklore, etc. Je publie là-dessus. Donc pour moi la fantaisie, c'est vraiment, ça me fait hurler. Pas tout, mais il y a un certain nombre de livres, je fais partie de ceux enfin, pas qui hurlent, mais dont les livres tombent des mains, sauf si, effectivement, à la Lewis Carroll, ou avec une vraie sincérité, les auteurs ont travaillé,
ont repris la tradition et en ont fait autre chose. C'est-à-dire s'ils sont capables de dépasser ça pour aller vers une création artistique. Bon, ce qui n'est pas le cas de tous les auteurs qu'il m'a été donné de lire. Donc moi, j'ai trois questions que je vous pose et sur lesquelles vous pourrez vous étendre parce que je terminerai là-dessus. Ces romans dits de fantaisie qui reprennent des éléments du conte, sont-elles des histoires pour enfants, pour ces nouveaux adultes qui ne veulent pas vieillir? Deuxième question, est-ce qu'on écrit ça parce qu'on veut faire un retour dans le passé, qu'on est nostalgique de sa propre enfance, ce qui revient aussi à la première question? Et troisièmement, est-ce que finalement, si on ne détourne pas vraiment la tradition pour en faire autre chose, enfin vraiment quand je dis détourner, c'est s'en servir comme un outil qui amène vers autre part. Est-ce que pour le coup, tout n'a pas déjà été dit depuis l'époque classique, depuis l'Antiquité, au niveau des mythes, des contes, et qu'est-ce qu'il vous reste à dire? Elles sont volontairement très provocatrices et j'espère que vous allez pouvoir répondre là-dessus. Pareil. Je pense que si tout a été dit, alors comme l'a dit, je ne sais plus quel personnage célèbre, ça a peut-être été dit, mais pas par moi, donc j'ai ma façon de le dire déjà. Mais surtout, ce qui a déjà été dit a été tellement altéré qu'il y a aussi un travail de retour en arrière, de dépoussiérage, et pour essayer de remonter. Non, mais on a l'original. Pas non, mais non, bien sûr que non, puisqu'à la base c'est de la tradition orale. Ah oui, non, tu parles de tradition orale, donc personne ne sait ce que c'est aujourd'hui. Voilà, donc on peut inventer ce qu'on veut, effectivement. On peut inventer, on peut aussi essayer de dédiaboliser et de revenir à... Enfin, d'essayer de retrouver ce que pouvait être l'histoire à l'époque où elle a été construite, avec la mentalité, les intentions de la société, de la culture dans laquelle elle a commencé à se développer et à apparaître. C'est-à-dire qu'on serait dans une tradition, en fait, qui est la tradition au Moyen-Âge des auteurs qui reprenaient les chevaliers de la table ronde, après Chrétien de Troyes, et qui refaisaient leurs propres histoires. Tu prends par exemple les Mabinogi gallois, le Hannes Taliesin. Ça a été fixé au Moyen-Âge, et même un Moyen-Âge qui commençait à être un peu tardif. Ça a été fixé par des moines chrétiens qui ne comprenaient plus la plupart des éléments du mythe, qui ont diabolisé des personnages comme Kéridwen ou comme Kerménos, et qui à partir de là ont émis des jugements de valeur qui étaient les leurs sur des comportements comme par exemple l'amitié des cuisses de la reine celte, qui pour eux, très puritain, était choquant, alors qu'en fait c'était un élément culturel, et lorsque un personnage féminin prodigue l'amitié des cuisses à des personnages masculins, c'est pas une prostituée du tout. Et puis donc il y a tout un tas de choses comme ça. On peut réécrire, comme l'a fait par exemple Marion de Simon-Bradley quand elle a écrit Les Dames du Lac. Si, elle a réécrit la légende arthurienne avec le point de vue de Morgane. Donc ça, c'est un point de vue que les auteurs médiévaux n'avaient pas abordé. Donc voilà, il y a... Non, il est vrai qu'au XIe siècle, même Léda, même tous les grands textes, toute la mythologie qui se fixe est forcément fixée par les moines, parce que ce sont les seuls à manier l'écriture. Anne, je sens que tu veux intervenir là. Oui, non, c'est amusant parce que moi, c'est ce que j'aime justement dans le mythe arthurien, c'est le XIIIe siècle, c'est-à-dire le moment où le christianisme s'empare de la matière de Bretagne et commence à ne plus savoir s'en servir. C'est-à-dire que par moment, donc le XIIIe siècle, c'est le Lancelot en prose, c'est le cycle de la Vulgate. Et par moment émerge un peu de matière de Bretagne, une confusion entre les valeurs chrétiennes, les valeurs celtes, etc. Et ça, j'adore. Et on est en plein justement dans une appropriation du mythe. Ça n'est pas évidemment le côté chrétien qui me plaît particulièrement, mais le fait que tout à coup ça fuse dans tous les sens et que les clercs ne maîtrisent plus. En plus, ils sont en pleine révolution littéraire puisqu'ils se mettent à écrire du roman, donc de prendre la matière populaire, le roman... et la matière de France qui a écrit aussi, en langue romane. Donc ils ont fini par accepter de ne plus écrire que des textes chrétiens, des textes basés sur les textes sacrés, et donc ils ne maîtrisent pas ça, et ça c'est absolument merveilleux. On est complètement dans une réutilisation justement du mythe ou du conte. Je tiquais sur Marion de Zimmer-Bradley parce que je lui pardonnerai jamais le plan à trois entre Lancelot, Guenièvre et Arthur. Jamais, ça ne passera jamais.
Mais, mais c'est vrai que c'était un... T'as raison, Guenièvre, elle était en trop. Oui. Et encore s'il y avait eu Galéo. Non, mais... Désolée, hein, oui. c'est... Mais voilà. Alors en revanche, je suis vraiment furieuse contre toi sur la nostalgie de l'enfance. Je te remercie. Moi, je n'ai pas vieilli. Donc, Non, mais c'est une question volontairement oui, bien sûr, je provocatrice. sais. Donc il n'y a pas de nostalgie Voilà. du tout de l'enfance là-dedans. Je la vis, je le porte en moi, on porte en soi. De toute façon, l'image de l'enfance merveilleuse qu'on veut revisiter, non, on sait que c'est fini. On est passé de l'autre côté. Donc on porte en soi des bribes, comme on porte des bribes de voyage et d'autres aventures. Tout a été écrit, oui, mais dans toutes les formes de littérature, tout a été écrit, c'est évident. Mais je reviens à ce que je disais au début, je pense que le conte, on est pratiquement tous sensibles au conte, sans être obligatoirement dans une croyance ou pas. Et c'est vrai que Nicolas a complètement raison, pour la fantaisie, il faut cette idée de croyance. Pour le conte, non, parce que c'est l'origine de notre perception littéraire. C'est vraiment la base. On nous a raconté des histoires quand on était petits, et donc des contes. Après, peu importe que ce soit des contes où le petit chaperon rouge s'en sort grâce au bûcheron, ou il meurt, ou voilà, si on est dans Charles Perrault, dans une autre tradition, dans du Walt Disney, du curé, on nous a raconté des choses. Voilà, donc on est vraiment à l'origine de toute littérature chez tout le monde. Et c'est même amusant parce que sur le principe de la tradition orale, quand on veut faire lire des textes un petit peu difficiles à des élèves, il suffit de leur lire et on s'aperçoit, on est face à des grands dadés de 4e, de 3e, je dois y avoir des enseignants ici, donc vous devez le savoir, tout d'un coup on leur lit un passage de Flaubert et on retrouve le même lien qu'avec le conte, ce lien affectif qui est très fort.